Des chercheurs ont mis au jour une cité entière, celle de Guyengola, restée enfouie sous l'épaisse canopée mexicaine durant 6 siècles. S'étendant sur 360 hectares, elle regroupait plus de 1100 édifices, 4 km de remparts, un réseau interne de voies de circulation, ainsi qu'un aménagement urbain réfléchi, comportant temples, terrains de jeux de balles et des quartiers distincts réservés aux élites ou aux classes populaires. Pendant des générations, l'on a cru qu'il ne subsistait là qu'une forteresse abandonnée, selon des récits transmis oralement. Jusqu'à peu, il était impossible d'appréhender l'immensité du site sans des années d'exploration au sol. Mais grâce à une technologie récente, un outil de télédétection appelé LIDAR, il a été possible de générer en à peine 2 heures, depuis un avion, une modélisation tridimensionnelle de l'ensemble. Guyengola fut édifié entre 1350 et 1521. Ce site revêtait une importance capitale pour les Zapotèques, peuple implanté dans la région depuis environ 700 avant notre ère. Les familles y cohabitaient dans des demeures organisées autour d'un vaste patio central bordé de pièces. À mesure que les foyers s'élargissaient, de nouvelles chambres étaient ajoutées, faisant évoluer l'architecture domestique. Les analyses ont démontré que dirigeants et habitants de conditions modestes œuvraient de concert à l'essor de la cité. En raison du relief montagneux environnant, ils surent exploiter intelligemment les pentes naturelles pour y implanter leurs constructions, favorisant ainsi l'écoulement des eaux pluviales. Cette ingéniosité a permis de garantir la solidité et la pérennité des habitations, dont bon nombre demeurent encore debout aujourd'hui. Au cœur de la cité se dressent 2 pyramides, sans doute consacrées aux rites et cérémonies que les prêtres accomplissaient en l'honneur de leurs dieux. Les offrandes étaient déposées sur les autels, tandis que le public se rassemblait sur 2 places aujourd'hui affaissées. On y trouve également un palais comportant 64 pièces, dont certaines soutenues par des colonnes circulaires, réparties sur plusieurs terrasses inclinées. On y trouve des patios desservis par de nombreux escaliers, tous reliés entre eux. L'outil de télédétection a également révélé un promontoire circulaire, aménagé sur un affleurement rocheux naturel, qui permettait aux Zapotèques de voir leurs ennemis s'approcher de loin. Les chercheurs ont aussi identifié 2 structures circulaires, probablement conçues pour l'observation astronomique et la mesure du temps. Ils ont aussi mis au jour plusieurs tombes, attestant la présence d'un cimetière urbain. À la fin du XVe siècle, les Zapotèques exercèrent leur pouvoir sur une vaste portion de la côte pacifique et étaient parvenus à défendre leur territoire contre les ambitions expansionnistes des Aztèques. Ils réalisèrent un exploit quasi inespéré, tenir bon durant un siège de 7 mois à Guyengola et en sortir victorieux. Après cette victoire, ayant conservé leur domination sur le sud mésoaméricain, les Zapotèques n'avaient plus besoin de demeurer à Guyengola. Si les montagnes offraient certains avantages, l'accès à l'eau douce et à des terres fertiles pour l'agriculture s'avérait essentiel. La petite ville de Tehuantepec, située à 19 km à peine, réunissait ces conditions. Ils s'y établirent donc peu avant l'arrivée des Espagnols, en 1521. Avec le temps, les pratiques culturelles des Zapotèques commencèrent à décliner. Leur civilisation ne s'éteignit toutefois pas totalement. Aujourd'hui encore, plus de 3000 Zapotèques résident dans l'état mexicain d'Oaxaca, où ils continuent de perpétuer leur langue et leurs traditions. La création du modèle 3D de cette cité perdue ne constitue qu'une étape préliminaire dans la recherche. Les archéologues espèrent que les études à venir permettront de mieux comprendre l'organisation politique et sociale des Zapotèques, la manière dont ils administraient leur cité, ainsi que la nature de leurs échanges avec les Espagnols à leur arrivée. Ils projettent d'examiner les 1170 structures révélées par le balayage LIDAR, ce qui nécessitera plusieurs années. Plutôt que de fouiller le sol, ils auront recours à des technologies non invasives afin d'explorer la ville sans en altérer les vestiges. Grâce à cette même technologie, les scientifiques ont pu révéler l'existence d'une vaste cité ancienne, enfouie sous le dense feuillage de la forêt amazonienne. Un ensemble structuré de maisons, de places, de routes et de canaux reposait dans l'ombre d'un imposant volcan. Pendant des siècles, nombre de chercheurs ont cru que les peuples amazoniens vivaient dans de modestes huttes, ne défrichant que de petites parcelles pour subsister. Or, cette cité, édifiée il y a 2500 ans et occupée durant un millénaire, nous prouve le contraire. Les experts estiment que des dizaines, voire plusieurs centaines de milliers de personnes vivaient au sein de sociétés urbaines complexes. Le balayage de la région a permis d'identifier 6000 plateformes rectangulaires, chacune mesurant environ 20 mètres sur 10 et s'élevant à une hauteur de 2 à 3 mètres. Ces constructions étaient regroupées autour de places centrales, avec des routes rectilignes aux angles droits parfaits, connectées par des sentiers. L'une d'elles atteignait même 26 km de long. La réalisation de voies parfaitement droites exigeait davantage que le simple suivi du relief naturel. Certaines d'entre elles revêtaient probablement une valeur rituelle ou spirituelle. Le sol volcanique, particulièrement fertile, favorisa l'essor de cette civilisation,
mais il pourrait aussi avoir contribué à sa disparition. Les chercheurs ont en outre révélé les défenses de ces villes comme des fossés barrant l'accès à plusieurs d'entre elles. Il est donc possible que des groupes voisins aient tenté d'envahir ces cités. La prochaine phase consistera à étudier les 300 km² adjacents afin de mieux cerner l'ampleur et la complexité de cette société ancienne, qui pourrait même surpasser par sa taille la célèbre civilisation maya du Mexique et d'Amérique centrale. En 1963, un habitant de Turquie fit une découverte stupéfiante en rénovant sa maison. En abattant un mur de sa cave, il mit au jour une pièce énigmatique. En poursuivant ses fouilles, il tomba sur un tunnel, lequel le mena à la ville souterraine de Derinkuyu. Il s'agit de l'une des cités souterraines les plus profondes et les plus vastes de Cappadoce, et même de toute la Turquie. Les habitants occupaient 8 niveaux souterrains, chacun offrant un accès à des caves, des espaces de stockage, des chapelles, une école, une salle d'études ainsi que d'autres installations. Ces étages étaient interconnectés par un vaste réseau de tunnels. Il est probable que cette cité enfouie ait été conçue comme refuge. Située à une profondeur de 85 mètres, elle demeure invisible depuis la surface. Le site était suffisamment vaste pour accueillir environ 2000 personnes, accompagnées de leur bétail et de leurs vivres. Un puits de ventilation, profond de 55 mètres, assurait l'aération. Selon les archéologues, les premiers niveaux auraient été aménagés par les Phrygiens, avant d'être repris et perfectionnés par les Romains. L'apogée de Derinkuyu s'est toutefois manifesté durant l'ère byzantine. La cité suivante, longtemps tenue pour légendaire, n'était évoquée que dans de rares textes anciens et quelques inscriptions énigmatiques, si bien que son existence demeurait incertaine. Après avoir exploré une grande partie du littoral égyptien, un archéologue du nom de Frank Goddio et son équipe ont soudain aperçu un visage monumental émergeant des profondeurs. C'est ainsi que la ville engloutie de Thonis Héracléion fut révélée, à plus de 6 km au large d'Alexandrie. Parmi ces vestiges reposaient 64 navires, 700 ancres et un fabuleux trésor de pièces d'or. Les archéologues considèrent que les éléments les plus remarquables de cette découverte sont la statue haute de 6 mètres et les vestiges du temple. À son époque, la cité accueillait des rituels et des célébrations dans le sanctuaire d'Amon. Façonnées en granit et en diorite, les ruines ont traversé les siècles sans se détériorer malgré leur immersion prolongée. Elles offrent aujourd'hui un aperçu précieux de la vie, 2300 ans plus tôt, dans l'un des carrefours commerciaux les plus importants du monde antique. La ville disposait d'un réseau de canaux, comparable à une Venise égyptienne d'un autre âge. Ces voies d'eau reliaient divers ports et points d'ancrage, tandis que des ponts unissaient tours, temples, habitations et autres édifices. Thonis Héracléion constituait le principal port du royaume pour le commerce extérieur et la perception des taxes. L'origine de son engloutissement demeure incertaine, mais les chercheurs l'attribuent à des phénomènes naturels. Vers la fin du second siècle avant notre ère, probablement à la suite d'une terrible inondation, la cité fut submergée. Par la suite, Alexandrie, fondée par Alexandre le Grand, surpassa Héracléion en prestige et en influence. Avant cela, Héracléion faisait office de principale porte d'entrée maritime vers l'Égypte. Après la catastrophe, de nombreux navires durent réorienter leur itinéraire vers Alexandrie. Héracléion sombra alors dans l'oubli, jusqu'à sa redécouverte en l'an 2000. Imagine que tu puisses me passer une semaine entière à scruter des ruines anciennes et à prendre des photos des sites archéologiques les plus surréalistes qui soient. Serais-tu prêt à le faire? Alors, commençons à creuser. La première étape de ton périple est l'Asie du Sud-Est. C'est là que se trouvaient les ruines les plus impressionnantes. Commençons par Bagan, situé aux confins de la Birmanie. Il existe plusieurs façons de visiter le site, et tu es heureux d'avoir décidé de souscrire à 2 expériences différentes. La première est un voyage en montgolfière au lever du soleil. Juste avant l'aube, tu grimpes à bord du ballon et, dès que le soleil commence à poindre à l'horizon, tu entreprends de survoler cette région enchanteresse. Au fur et à mesure que le soleil s'élève dans le ciel, il se reflète sur plus de 2000 structures dorées de forme conique. Ce volume en montgolfière est plutôt bref, mais il permet d'avoir une vue imprenable sur la 60aine de kilomètres que couvre le site. De retour sur la terre ferme, tu loues un vélo et arpentes le village des ruines. Certaines d'entre elles sont à ciel ouvert et permettent un petit coup d'œil à l'intérieur. Ces magnifiques vestiges ont été construits entre le XIe et le XIIIe siècle de notre ère et faisaient principalement office de lieu de culte. Il s'y trouvait à l'origine plus de 10 000 bâtiments,
mais ils se sont progressivement détériorés au fil du temps, notamment en raison des tremblements de terre. Heureusement, le site a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2015 et est préservé depuis. Tu attrapes ensuite un volume pour le Cambodge, où tu prends le temps de visiter les temples d'Angkor, un célèbre site archéologique niché au cœur de la jungle. Heureusement que tu as emporté de l'insecticide avec toi. La cité d'Angkor aura été la capitale de l'Empire Khmer du 9e au 15e siècle. Et pour information, le mot Angkor signifie « capitale » en ancien sanskrit. Fondée par le roi Yasovarman Ier, la ville est devenue l'une des plus grandes cités du monde pré-industriel. Les chercheurs affirment que près d'1 million de personnes y auraient revécu. Encore aujourd'hui, Angkor est admiré pour son architecture étonnante. Le style Khmer se reconnaît à l'emploi d'énormes blocs de grès. Et les tours du complexe auraient été autrefois décorées d'or. Mais aujourd'hui, le site ne consiste plus qu'en un labyrinthe de temples envahis de lianes. La ville fut abandonnée en 1431 pour n'être redécouverte que dans les années 1840. Oh, et si tu ne t'en doutais pas déjà, il s'agit également d'un site répertorié au patrimoine de l'UNESCO, et ce depuis 1992, des fois que tu voudrais te vanter auprès de tes amis de tes aventures culturelles à l'avenir. Ton périple se poursuit en Égypte. Tu es ici pour visiter le temple de Karnak, dans la cité de Luxor. Pour t'y rendre, tu optes pour le moyen le plus romantique, à savoir une croisière en bateau sur le Nil. En quittant le Caire, tu te diriges vers le sud jusqu'à atteindre la célèbre cité antique. Autrefois connue sous le nom de Thèbes, Luxor fut pendant des siècles la capitale de l'Égypte et un véritable centre administratif et économique. C'est pourquoi le complexe de Karnak est un site archéologique d'une telle importance. Tu choisis de le visiter de nuit et, dès l'entrée, tu es frappé par la beauté du site. Le soir, de puissants projecteurs illuminent d'une lueur dorée les statues et les colonnes en pierre du temple. Celui-ci est immense et a été principalement construit au XVIIIe et XIXe siècle avant notre ère. Chaque pharaon égyptien de cette période a apporté sa propre marque architecturale au site. L'apogée de cette visite est une promenade dans l'allée des Sphinx, conclue par la découverte de la grande salle hypostyle. Cette vaste chambre est remplie de piliers imposants et de colonnes en grès massif. C'est un spectacle à couper le souffle. De l'Égypte, tu te diriges vers la Jordanie. Si tu aimes les paysages au ton mordoré, tu es au bon endroit. La cité de Pétra est une merveille du monde antique. Située dans le désert jordanien, la ville fut un centre commercial dès le XVe siècle avant notre ère. Les Nabatéens, un ancien peuple arabe, demeuraient aux abords de la ville rose et a prospéré pendant de nombreux siècles, ayant accumulé une quantité importante de richesses. La ville était connue pour son système innovant de gestion des eaux, lequel a rendu la région habitable. Et bien entendu, tu auras un aperçu de et vestiges lors de ta visite. La structure en forme de porte monumentale, sculptée à même la roche, et qui a fait la renommée de Pétra, s'appelle la Khazne, ou trésor du pharaon. Elle se trouve à l'entrée principale du site, et on dit qu'un véritable trésor y serait enfoui. N'oublie pas de te placer juste en dessous de l'arche, et de prendre l'une de ces photos connues de tous pour tes réseaux sociaux. Une fois Pétra cochée sur ta liste, tu t'envoles pour le sud de l'Europe. Plus précisément, la pointe de la botte italienne. Tu as prévu une excursion d'une journée afin de visiter les ruines de Pompéi. Pompéi est accessible en voiture depuis la ville de Naples. Elle abrite les ruines sinistres mais parfaitement préservées d'une cité qui fut jadis engloutie par la lave. L'éruption du Vésuve, en 79 après JC, a laissé la ville de Pompéi complètement ensevelie sous des millions de tonnes de cendres. La cité antique a été retrouvée pour la première fois sous la roche volcanique au XVIe siècle, mais ce n'est que dans les années 1870 que l'on a entrepris de l'excaver. Aujourd'hui, tu pourrais déambuler dans les allées de ces anciennes ruines romaines et te figurer à quoi ressemblait la ville à son apogée. Pompéi était une agglomération riche et animée. Les ruines du site ont révélé que de nombreux quartiers de la ville possédaient plusieurs fours à pain, de vastes marchés et même des maisons avec balcons. Un signe de grande richesse à l'époque. Et crois-le ou non, certaines œuvres d'art ont survécu à l'éruption. Les archéologues ont découvert des sculptures et des fresques parfaitement conservées, représentant des banquets et des créatures mythologiques. Tout cela tend à indiquer que les membres de la haute société y résidaient. La ville possédait même des thermes et un système de douche fabriqué dans des matériaux de luxe. Pendant que tu te trouves encore en Europe, tu feras bien un saut pour visiter l'emblématique Stonehenge. C'est une parfaite excursion d'une journée si tu séjournes un jour à Londres, qui ne se trouve qu'à un court trajet de ta destination.
Stonehenge est situé dans la plaine de Salisbury, dans le Wiltshire, en Angleterre, et représente l'une des ruines les plus connues au monde. Vieux de plus de 5000 ans, ces curieux anneaux de roche comptent parmi les plus anciennes structures en pierre de la planète. Faits de grès, ils sont entourés de mystères, car on ignore encore largement qui les a construits et dans quel but. Les théories les plus répandues affirment que Stonehenge aurait été utilisé comme un calendrier solaire géant, construit pour aider les gens à garder le compte des jours, des semaines et des mois. Quel travail acharné pour créer un banal calendrier, n'est-ce pas? La dernière étape de ton voyage t'emmènera à la découverte de l'Amérique latine. Au Guatemala, en Amérique centrale, se trouvent d'anciennes ruines mayas. La cité perdue de Tikal est un site composé de 3000 bâtiments, les vestiges de l'ancienne capitale de l'Empire maya. Son importance était autrefois comparable à celle de villes comme Londres ou New York aujourd'hui. L'Acropole Nord est l'ensemble de monuments le plus ancien de Tikal. Érigée à la seule force des bras humains en 350 avant notre ère, elle servait de lieu de dernier repos aux rois et aux prêtres. À l'époque, ces pyramides à degrés étaient peintes en rouge, une couleur adorée des Mayas. Mais aujourd'hui, bien sûr, tu ne verras plus que le calcaire. Tu te demandes peut-être ce qui a pu précipiter la chute d'une ville aussi grandiose. Les archéologues n'ont aucune idée de la cause du déclin de Tikal. Jusqu'à aujourd'hui, cette question demeure sans réponse. S'agit-il d'une famine? D'une épidémie? Peut-être ne le saurons-nous jamais. Envie de découvrir d'autres ruines mayas? Chichén Itzá est un site archéologique qui abrite les pyramides les mieux conservées de la planète. Située dans l'état mexicain du Yucatan, cette cité maya a plus de 1500 ans et elle abritait 35 000 personnes sur l'île à son apogée. Le site s'étend sur près de 500 hectares et comporte de nombreuses ruines. Son point culminant est El Castillo, un immense temple flanqué d'escaliers qui s'élève à 25 mètres au-dessus du sol. Sa particularité réside dans le fait qu'il comporte 91 marches sur chacune de ses 4 faces. En comptant la plateforme supérieure, cela fait un total de 365 marches, qui se trouve également être le nombre de jours de l'année solaire. Ouf! Quel voyage trépidant! Il est temps de rentrer à la maison et de méditer sur tout cela. À la prochaine fois. Quoi? Une immense île volante juste au-dessus de votre tête. À l'ère de l'IA, vous pensez peut-être qu'il s'agit d'une vidéo générée par un réseau neuronal, mais vous devez savoir que premièrement, c'est tout à fait réel. Que deuxièmement, si vous le souhaitez, vous pouvez visiter cette île. Et que troisièmement, il se pourrait bien qu'elle détienne la clé du secret de l'Eldorado. Cet endroit s'appelle Roraima, et il ne s'agit en réalité pas d'une île, mais d'une montagne. En raison de plusieurs facteurs, nous avons l'impression de voir une île flotter au-dessus de nous. Mais tout cela est dû au sommet plat de la montagne. Elle n'a pas de pic, et présente donc un plateau, et les nuages épais qui l'entourent se fondent dans le ciel, créant une illusion d'optique. Malgré les progrès de la technologie satellitaire et l'accès abordable aux voyages en avion, il subsiste encore quelques endroits sur Terre que l'on peut qualifier d'inexplorés. Le mont Roraima est l'un d'entre eux. Il existe depuis près de 2 milliards d'années et constitue l'une des plus anciennes formations rocheuses de notre planète. À titre de comparaison, les dinosaures sont apparus il y a environ 240 millions d'années. Certains scientifiques pensent que cette région faisait autrefois partie d'un supercontinent appelé Gondwana, et qu'à l'époque, ce n'était pas encore une montagne. Lorsque le supercontinent s'est fragmenté, l'érosion a créé cette merveille géologique en forme de table. Cependant, ce qui est intéressant à propos de cet endroit, ce n'est pas son âge, mais le fait qu'il semble encore préhistorique, presque intact. Cela s'explique par l'exploration tardive de cette partie de l'Amérique du Sud. D'ailleurs, nous découvrons encore chaque année de nouvelles espèces de faune et de flore dans ces environs. Pour une montagne, elle est relativement petite, seulement 2810 mètres. Certaines villes sont situées à une plus grande altitude, comme La Paz en Bolivie, qui culmine à 3640 mètres. Des gens pourraient donc vivre dans la région du mont Roraima, malgré son accès difficile. Cependant, il y a un hic. Les Paimon sont les premiers à avoir habité cette région et ils possèdent une tradition mythologique incroyablement riche. Par exemple, leur mythologie met en scène des divinités qui vivent sur les tépuis, des montagnes au sommet plat situées dans les prairies. Ces montagnes sont considérées comme sacrées et interdites aux vivants, car elles seraient le lieu de résidence des esprits ancestraux, les Mawari.
Il existe donc des traditions qui interdisent de vivre dans cette région, mais certaines sources affirment néanmoins que des communautés locales y habitent. Cependant, les problèmes ne sont évidemment pas seulement liés aux esprits, mais aussi aux possibilités d'emploi très limitées. Des visites guidées sont toutefois proposées. Que verrez-vous si vous osez vous rendre dans cet endroit? Au pied de la montagne se trouve une forêt tropicale humide à feuilles persistantes, avec des arbres dont la hauteur varie entre 25 et 45 mètres, certains spécimens pouvant atteindre jusqu'à 60 mètres. La plupart d'entre eux sont endémiques, ce qui signifie que c'est le seul endroit au monde où vous pouvez les trouver. Vous verrez également des orchidées aussi grandes qu'un arbre de taille moyenne. Ce n'est pas surprenant. En raison de l'isolement de cet endroit, les espèces qui y vivent ont suivi un parcours évolutif complètement différent de celui de la plupart des espèces végétales et animales de notre planète. Ensuite, vous aurez toutes les chances de tomber sur une cascade au pied du Roraima. Elle coule là depuis des millions d'années. Fait amusant, il n'y a pas de rivière au sommet du Roraima. Ce sont les précipitations qui s'infiltrent dans les roches poreuses qui créent ce spectacle incroyable. Tout cela donne l'impression d'un monde perdu, n'est-ce pas? D'ailleurs, Sir Arthur Conan Doyle s'est inspiré des tepuis et de leurs hauts plateaux pour écrire son roman « Le Monde perdu ». Oui, il n'est pas seulement célèbre pour Sherlock. Parmi ces merveilles naturelles, le Roraima se distingue comme le tepuy le plus accessible. Il existe d'autres formations similaires, mais elles sont beaucoup moins faciles d'accès. Oui, parmi toutes ces montagnes, le Roraima est peut-être le plus facile à atteindre, mais cela reste très difficile, même avec toutes les technologies modernes. Alors, comment a-t-il été découvert? Difficile à dire, mais il existe une théorie étayée par des documents officiels. Au XVIe siècle, Sir Walter Raleigh, admirait son col et sa belle moustache, était une personnalité importante du monde élisabétain, soit le règne d'Élisabeth Ier. En 1594, il entendit parler d'une grande cité d'or située près du fleuve Caroni. Cette idée lui resta en tête. Peut-être voyait-il là un moyen de s'enrichir rapidement. Quoi qu'il en soit, un an plus tard, il partit explorer ce qui est aujourd'hui la Guyane et l'est du Venezuela, et il décrivit avec précision le mont Roraima. Le 22 mars 1595, une flotte anglaise dirigée par Walter Raleigh apparut au large des côtes de Trinidad. Raleigh tenta de se montrer aimable avec les colons espagnols, en faisant du commerce et en les invitant même à bord de ses navires pour se divertir. Après quelques verres, les Espagnols lui révélèrent qu'une certaine personne menait des activités particulières en Guyane, recueillant des informations sur la géographie du territoire et les trésors cachés à l'intérieur des terres. Le 7 avril, Raleigh lança une attaque surprise sur la ville de San José et réussit à capturer cette personne. Après l'avoir interrogé pour obtenir des informations, Raleigh annonça son intention de se rendre en Guyane à la recherche de la légendaire Cité d'Or. Comme ces navires ne pouvaient pas naviguer dans les chenaux étroits du delta de l'Orénoque, Raleigh fit modifier l'un d'entre eux, probablement une galéasse. Ce navire pouvait transporter 60 hommes et 40 autres furent répartis dans des embarcations plus petites. La progression fut lente dans le delta, et ils se perdirent dans ce que Raleigh décrivit comme un labyrinthe de rivières. Finalement, ils arrivèrent au Caño Manamo, puis dans le cours principal de l'Orénoque. Un peu plus en amont, à la confluence de l'Orénoque et du Caroni, Raleigh rencontra un chef indigène nommé Topiawari, avec lequel il s'entendit très bien. Topiawari lui révéla que son peuple avait été chassé de l'intérieur de la Guyane par une tribu féroce venue de l'ouest. Cela renforça la croyance répandue, partagée par les Espagnols et Raleigh, selon laquelle Eldorado abritait des Incas fugitifs venus du Pérou. Topiawari mentionna également que la tribu envahissante était riche en or, et affirma que leur ville la plus proche, à seulement 4 jours de marche vers le sud, était la source des plaques d'or que l'on trouvait dans un vaste rayon. Mais il laissa entendre que des trésors encore plus précieux se trouvaient un plus loin dans les terres. Raleigh se rendit ensuite à l'embouchure du Caroni, mais de forts courants l'empêchèrent d'avancer. Il envoya 2 groupes de reconnaissance à terre tandis qu'il en dirigeait un 3e. Ils trouvèrent quelques pierres brillantes qu'ils s'empressèrent d'extraire du sol, mais la plupart s'avérèrent sans valeur.
Ils apprirent qu'un immense lac d'environ 64 km de large, rempli d'or alluvial, se trouvait à la source du Caroni. Cependant, sans moyen d'avancer et avec la montée des eaux de l'Orénoque, Raleigh dut annuler l'expédition, espérant revenir lorsque les conditions seraient plus favorables. Ce n'est qu'en 1616, plus de 20 ans plus tard, que Raleigh obtint de Jacques Ier l'autorisation de tenter une deuxième expédition en Guyane. Il assura au roi qu'il pourrait extraire beaucoup d'or d'une mine située près du Caroni, dont il avait entendu parler lors de son précédent voyage. Jacques lui ordonna expressément de ne pas entrer en conflit avec les Espagnols, qui contrôlaient toujours la région de l'Orénoque. À son arrivée en Amérique du Sud, Raleigh resta à bord du navire et envoya Lawrence Keymis et une équipe à la recherche de la mine. Pour des raisons qui restent obscures, Keymis finit par attaquer et capturer la ville espagnole de Santo Tomé, ce qui entraîna la mort du fils de Raleigh, Watt, au cours de l'escarmouche. Incapable de trouver la mine, l'équipage retourna au navire et, face à la colère de Raleigh, Keymis sauta la vie. De retour en Angleterre, Raleigh fut jugé pour avoir prétendument menti au sujet de la mine et tenté de provoquer un conflit avec l'Espagne, ce qui conduisit finalement à son exécution. Ou peut-être étaient-ce les esprits Maoris qui n'avaient même pas apprécié son intrusion? Il s'est passé beaucoup. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over facts. Du Guatemala. Prêt pour la balade? Les forêts tropicales sont denses et difficiles d'accès. Si tu étais archéologue, tu les trouverais également très menaçantes. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles nous sommes restés si longtemps dans l'ignorance au sujet des Mayas. Mais regarde un peu ça. Tu t'attendrais à voir des ruines de ce genre au Portugal, en Angleterre ou aux États-Unis. Je parle de ces routes de 40 mètres de large, peintes en blanc, pour aider les voyageurs à se déplacer la nuit. À titre indicatif, ces routes faisant environ la moitié de la taille d'un terrain de football américain. Enorme, les scientifiques ont récemment mis au jour un réseau de 160 babacines satanistiques de routes similaires, et ils pensent qu'elles détiennent avant les toutes premières ruines mayas répertoriées à ce jour. Ces routes, qui traversaient parfois des terrains marécageux et pouvaient même être surélevées, sont en quelque sorte les premières autoroutes du monde. On ne dispose pas de registres répertoriant les véhicules à traction animale, mais on pense que ce réseau reliait entre elles 964 localités mayas. C'était comme une immense toile d'araignée. Et d'après ce que les archéologues ont trouvé, ce réseau constituait un système d'interactions économiques et sociales. Cela bat complètement en brèche l'idée traditionnelle selon laquelle la période préclassique maya, que l'on situe entre 1000 et 350 avant notre ère, était constituée de petites colonies tribales. Imagine la main-d'œuvre et les capacités d'ingénierie qu'il fallait pour construire des autoroutes comme ça. Les scientifiques y pensent que ces chaussées furent construites à peu près de la même façon que les pyramides. Si ces gigantesques ouvrages architecturaux t'intéressent, ne t'inquiète pas, nous en parlerons dans quelques instants. Les scientifiques pensent que ces routes furent bâties avec un mélange de boue et de pierres de carrière, et avec plusieurs couches de calcaire aussi, bien sûr. Les chercheurs n'ont pu découvrir tout cela que grâce à une toute nouvelle technologie d'imagerie. Tu sais qu'on a utilisé la technologie du sonar pour cartographier le fond de l'océan? Eh bien, cette technologie est très similaire. Mais au lieu d'utiliser des sons, elle utilise des lasers. Ce système permet aux chercheurs de voir à travers l'épaisse voûte forestière, un peu comme un vision à rayons X. Cela a incontestablement changé la donne. On a commencé à exhumer les cités mayas au milieu du XXe siècle. Depuis, des ruines de villes telles que Tikal, Palenque et Uxmal ont été redécouvertes. Mais revenons quelques instants en arrière pour situer le contexte. Les Mayas étaient l'une des plus grandes civilisations précolombiennes d'Amérique.
Jusqu'à présent, les experts pensaient qu'à son apogée, cette civilisation comprenait plus de 40 villes, avec une population de plusieurs millions de personnes. Ça fait beaucoup de monde. Son territoire s'étendait sur la péninsule du Yucatan, au Guatemala et au Belize. Et il survivait principalement grâce à l'agriculture. Mais cette péninsule était un endroit très hostile aux cultures. Les Mayas durent donc mettre au point un système d'irrigation complexe dans nos villes. Ils construisirent des bâtiments cérémoniels, des pyramides, des places et même des terrains pour jouer au ballon. Les Mayas furent peut-être de grands bâtisseurs de pyramides, mais ils développèrent aussi un système astronomique avancé. Avec la technologie dont ils disposaient, ils étaient capables de prédire l'emplacement exact de planètes telles que Vénus et Mars, ainsi que les dates exactes des éclipses. Jetons maintenant un coup d'œil à certains de leurs sites. Voici Tikal. Situé au cœur de la jungle guatémaltèque, Tikal aurait été la capitale de l'ancien empire maya. À son apogée, son importance était comparable à celle de villes comme Londres ou New York dans le monde d'aujourd'hui. Il est composé de plusieurs monuments. Au total, le site compte 12 000 bâtiments. L'Acropole Nord est le plus ancien complexe de monuments de Tikal. Construite uniquement de main d'homme vers 350 avant notre ère, elle servait de lieu de repos aux rois et aux chefs. Ces monuments mesurent jusqu'à 60 mètres de haut. À l'époque, les pyramides à degrés étaient peintes d'un beau rouge. Les Mayas adoraient cette couleur. Aujourd'hui, bien sûr, il ne reste que le calcaire. Nous avons dit que l'empire Maya s'étendait sur plusieurs pays. Il n'est donc pas surprenant que Chichén Itzá se trouve aujourd'hui à 10 heures de route de Tikal. Il n'y avait pas de querelle entre ces sites. Il s'agissait simplement de centres-villes différents, un peu comme New York et Los Angeles. On y trouve l'une des pyramides les mieux préservées de la planète. Située dans l'état mexicain du Yucatan, cette cité maya a plus de 1500 ans. À son apogée, elle abritait 35 000 personnes. Le site s'étend sur une superficie de 10 km². Son centre est El Castillo, un énorme temple en escalier d'une hauteur de 25 mètres. Sa caractéristique principale est qu'il comporte 91 marches sur chacun de ses 4 côtés. En comptant la plateforme supérieure, cela fait 365 marches. Le même nombre de jours que dans l'année solaire. Ça donne à réfléchir. Et voici la cité perdue de Palenque. Cette autre cité maya aurait accueilli plus de 6000 personnes à son apogée. Les archéologues ont fait de curieuses découvertes sur ce site. La plus étrange fait immédiatement penser à Indiana Jones et à Tomb Raider. L'un des bâtiments de cette cité serait la dernière demeure de la Reine Rouge de Palenque. C'était la grand-mère du dernier roi maya. En son honneur, un énorme monument fut construit pour conserver son corps après son décès. La découverte de la tombe elle-même fut un événement passionnant. Les archéologues ont trouvé un ancien monument en creusant sur le site en 1994. Ils ont tout d'abord vu une pièce avec une porte cachée. En ouvrant cette porte, ils sont tombés sur un couloir de 2,5 mètres de long. Au bout de ce couloir se trouvait la chambre de la reine. Et à l'intérieur, la momie de la reine elle-même. Ils l'ont trouvée accompagnée de ses perles, de ses coquillages de jade et de ses pierres précieuses. Mais en explorant les vestiges, l'équipe a remarqué quelque chose d'étrange. La pièce était remplie d'une poudre de couleur rouge. Les chercheurs savaient que cette couleur était importante pour les Mayas. Mais ils ne comprenaient pas pourquoi la reine avait été enterrée avec cette substance inconnue. Ils en ont ramené un échantillon qu'ils ont analysé et ont découvert que cette poudre était du cinabre, un minéral très dangereux. Lorsqu'elle est inhalée, elle peut causer de graves dommages à la santé. L'équipe a conclu qu'il ne pouvait être sûr que d'une pique pour quiconque tenterait de voler ces trésors. Une vraie malédiction. Une chose qui a toujours troublé les chercheurs est le manque de données concernant le déclin de cet empire tout-puissant. Quelle aurait pu en être la cause? La sécheresse? Une maladie? De nouvelles recherches menées en 2017 ont tout de même permis de faire la lumière sur cette question. À partir de données recueillies à Saibal, un site situé au sud-ouest de Tikal, les scientifiques ont analysé des céramiques et autres objets exhumés lors de fouilles archéologiques afin d'en savoir davantage sur la disparition inexpliquée de cette civilisation. Ces informations ont montré qu'au lieu d'un effondrement soudain, les Mayas auraient disparu à la suite de plusieurs périodes d'instabilité sociale et de crise politique.
Ces événements auraient détérioré les centres-villes et provoqué la dispersion de la population. Et toi, que penses-tu de tout cela? Faisons ensemble une expérience de pensée, voulez-vous? Imaginez que vous êtes en train d'escalader l'Himalaya et que vous vous êtes perdu. Il semble que vous soyez dans une vallée isolée. Vous avez épuisé toutes vos réserves de nourriture et d'eau, et vous ne savez plus quelle direction prendre. Vous êtes tellement à bout de force que vous ne savez même plus si vous serez capable de rentrer chez vous. Soudain, au loin, vous apercevez un homme à l'air sage qui marche vers vous. Mais vous ne pouvez vous empêcher de fermer les yeux, vaincu par la fatigue. Vous ouvrez les yeux et découvrez un endroit totalement inconnu. Le sage est assis juste à côté de vous. Il vous dit « Bonjour, voyageur, et bienvenue au pays des immortels ». On dirait le début d'un film d'Indiana Jones, n'est-ce pas? Mais que diriez-vous si je vous disais qu'un tel endroit existe, tout au moins selon certaines légendes, croyances et textes anciens? Les textes tibétains mentionnent un lieu appelé Gyangenj, également connu sous le nom de Shambhala ou Shangri-La selon les cultures. Cette ville légendaire est le foyer d'êtres immortels et une terre d'éveil spirituel. Prenez l'un de ces noms, Shambhala, par exemple. Cela signifie « source du bonheur » en sanskrit. On s'attendrait donc à ce que ce royaume céleste soit entouré de toutes sortes de merveilles, avec des jardins et d'imposantes et majestueuses constructions. Les croyances et les mythes anciens affirment que lorsque vous entrez dans Gyangenj, vous pensez immédiatement à la structure d'une fleur de lotus à 8 pétales. L'endroit est entouré de montagnes enneigées. Il possède de magnifiques cascades qui se jettent dans un lac pur et divin dont l'eau a des pouvoirs thérapeutiques extrêmement puissants. Ce lieu est illuminé en permanence par une lumière blanche comme du lait, et qui ne provient ni du soleil ni de la lune. On y trouve également des plantes phosphorescentes qui peuvent émettre la lumière souhaitée sur commande vocale. Une centaine d'autres fleurs ravissantes poussent toute l'année dans ces jardins, en plus d'innombrables arbres qui produisent des fruits délicieux. Mais un arbre en particulier se distingue. C'est l'arbre de l'immortalité ou l'arbre de vie. Décrit comme un cristal scintillant, il se dresse au centre de Gyangenj et unit le ciel, la terre et le monde souterrain. Ses fruits ressemblent à une forme abstraite du Sri Yantra, un diagramme mystique utilisé dans l'hindouisme, composé de 9 triangles entrelacés. Cependant, personne n'est autorisé à emporter ces fruits hors de Gyangenj. Pour le faire, il faut en recevoir la permission expresse des habitants de la ville. Cela nous amène à nous demander qui vit dans cette ville magique et mystique. Selon les légendes, Gyangenj serait habité par un grand nombre de maîtres éclairés, ou en d'autres termes, des sages qui guident subtilement le destin du monde par la méditation. Ce sont des êtres éternels qui ne sont affectés par aucun désir ni aucune souffrance humaine. Leur devoir est de protéger les enseignements spirituels du monde et d'œuvrer pour le bien de l'humanité, ainsi que de tous les êtres conscients. On croit également que lors d'une période de grand chaos, le 25e souverain de Gyangenj apparaîtra pour mener la planète vers un avenir meilleur. Ces sages et êtres éternels qui vivent là sont en quelque sorte les protecteurs de Gyangenj. Donc, si vous envisagiez de vous rendre dans ce lieu une carte à la main, nous sommes au regret de vous informer que ce ne sera pas possible. Tout d'abord, personne ne sait vraiment où se trouve exactement Gyangenj. Certains pensent qu'il s'agit d'une vallée reculée de l'Himalaya, d'autres affirment que la ville se trouve dans une grotte cachée. Il y a également des personnes qui pensent qu'elle est située sur une chaîne de montagnes, et d'autres encore qui soupçonnent qu'elle se trouve sur un plateau isolé. L'emplacement de la ville est donc un mystère et semble devoir le rester, car on dit aussi que les sages immortels de Gyangenj dissimulant la vallée aux yeux des humains à l'aide d'une sorte de bouclier énergétique. Google Maps ne vous sera donc d'aucune aide. C'est pourquoi certains, dont le Dalai Lama, suggèrent même qu'elle existe dans une autre dimension. Mais on trouve dans certains textes anciens quelques instructions sur la manière d'accéder à Gyangenj. Cependant, ces indications seraient incompréhensibles. Pour moi, beaucoup de choses le sont. Mais imaginons un instant que vous ayez déchiffré les instructions et que les êtres immortels soient prêts à vous accueillir. Hélas, vous ne pourriez peut-être toujours pas entrer dans cette ville cosmique, et voici pourquoi.
On croit que seuls les maîtres éclairés ou les sages qui ont un certain lien karmique avec elles peuvent y accéder. Alors, que font les êtres éternels d'un endroit aussi magique? N'oubliez pas qu'ils ont tout le temps du monde. Les textes anciens indiquent que Gyeonggange possède un centre et 16 zones destinées à l'étude de 16 sciences différentes. Il s'agit notamment des sciences solaires, des sciences planétaires universelles, des sciences liées au temps, de la science de l'air, de la science liée au soleil et à la lune, de la science liée à l'espace, de la science liée aux forces gravitationnelles, etc. Ce qu'elles ont toutes en commun, c'est que pour pouvoir les étudier, il faut d'abord avoir une très bonne compréhension de l'énergie. Le niveau des cours est extrêmement avancé, et ces enseignements sont encore inconnus, même à l'époque moderne. Chaque système scientifique comporte différents départements, et tous ces départements ont leurs propres enseignants. Comme le temps ne fonctionne pas comme nous le comprenons ici, et que l'immortalité est possible, la plupart de ces enseignants ont des centaines, voire des milliers d'années. Ils peuvent rester dans leur corps spirituel, qui apparaît comme une masse de lumière brillante, tandis que leur corps physique reste séparé. Quelle école, n'est-ce pas? En comparaison, Poudlard semble bien ennuyeux. Et est-ce qu'il est possible d'y obtenir un diplôme? Bien sûr, toutes ces histoires et ces mystères autour de Gyeonggange ont attiré de nombreux curieux du monde entier. D'innombrables tentatives ont été faites par des alpinistes et des randonneurs, dont le président Franklin Roosevelt lui-même, pour trouver cette terre d'immortalité et d'éveil spirituel. Cependant, comme vous pouvez l'imaginer, elles n'ont abouti à rien. Néanmoins, quelques personnes, notamment de célèbres chefs spirituels, des sages et des aventuriers, ont affirmé l'avoir visité. L'un d'entre eux était Sri Gopinath Kaviraj, un érudit célèbre, qui aurait été le premier à trouver cet endroit dans l'histoire moderne. Après sa visite présumée à Gyeonggange, il a écrit un livre et a rendu cet endroit populaire dans la culture moderne. Après avoir lu son livre, de nombreux autres érudits étrangers se sont précipités au Tibet pour en savoir plus. Une autre personne ayant prétendu s'y être rendue est un alpiniste qui s'était perdu dans l'Himalaya. Selon son récit, après s'être égaré, il avait consommé par erreur des champignons vénéneux. Complètement désorienté, il était tombé sur une montagne avec un précipice plongé dans la brume. Et il avait chuté dans le vide. Après s'être relevé, il s'était rendu compte qu'il était entouré de personnes vêtues d'habits étranges qui soignaient ses blessures. Une fois complètement guéri, il l'avait escorté hors de la ville. Il y a également le chef spirituel Guru Saikaka. Il a déclaré avoir visité Gyeonggange à plusieurs reprises. Selon son récit, il s'y rendait pour recevoir un enseignement spirituel ainsi que l'immortalité. Il a affirmé qu'un sage l'escortait dans la ville à chacune de ses visites. Dans ses récits, il indique également que le royaume existait dans une dimension supérieure. Un autre visiteur présumé de Gyeonggange fut L.P. Farrell, un officier anglais, qui affirma avoir découvert ce lieu mystique en 1942. Même si toutes ces histoires et descriptions de Gyeonggange nous permettent de nous en faire une image vivante, il peut être difficile pour beaucoup d'entre nous de garder l'esprit ouvert quant à son existence. Cependant, il faut admettre que l'idée d'un tel endroit, où l'immortalité est possible et où des êtres véritablement moraux œuvrent pour protéger l'humanité, est réconfortante, fascinante et bouleversante. En décembre 2012, une multitude de personnes s'alarmait à l'idée que le monde puisse s'achever dans une catastrophe. Cette peur était alimentée par le célèbre calendrier Maya. Ce système ancien de mesure du temps avait donné lieu à d'innombrables spéculations, mais l'un de ses mystères les plus intrigants restait sans doute le cycle de 819 jours présent dans certaines versions. Personne ne parvenait à en expliquer la présence ou le fonctionnement, jusqu'à ce qu'un groupe de chercheurs de Cambridge ait récemment révélé une hypothèse éclairante. Tout d'abord, comment le calendrier Maya fonctionne-t-il? La méthode employée par cette civilisation pour décompter les jours repose sur ce que nous appelons aujourd'hui le tour du calendrier. Imaginez 3 mécanismes d'engrenage imbriqués, formant des cycles interdépendants. Le premier correspond à une année solaire de 365 jours, désignée par le terme Hab. Le second cycle se compose de 20 noms, tandis que le troisième est formé par une série de 13 chiffres, aboutissant à un calendrier sacré de 260 jours,
appelé Tzolk'in. De manière comparable à notre façon de désigner une date comme le 25 décembre 2025, les Mayas nommaient leurs jours en fonction de l'alignement des 3 cycles. Par exemple, un jour pouvait être identifié comme 3 Maniques et 14 Pop. Il faut un cycle complet de 52 ans pour que ces 3 systèmes se synchronisent à nouveau. Après quoi, les jours recommencent à se répéter. C'est ici que les choses se complexifient davantage. Certains monuments mayas comportent des inscriptions énigmatiques mentionnant un autre cycle, le fameux compte de 819 jours. On en dénombre environ une vingtaine d'exemples. Principalement découverts à des endroits tels que Palenque et Yaxchilan, au Mexique. Ces inscriptions, loin d'être anodines, suggèrent que ce calendrier renferme un secret d'importance. Les premières études ont révélé que le cycle de 819 jours était associé à 4 couleurs et aux points cardinaux qui leur correspondaient. Le noir pour l'ouest, le rouge pour l'est, le blanc pour le nord et le jaune pour le sud. Les chercheurs ont également établi que cette période de temps pouvait être subdivisée en 3 cycles distincts. Un de 9 jours, un de 7 jours et un de 13 jours. En les multipliant, on obtient 819 jours. Intriguant, certes, mais pourquoi une telle structure? Ce système de couleurs associé aux 3 cycles semblait n'être qu'une interprétation superficielle, et les spécialistes étaient persuadés que son véritable sens nous échappait encore. Une autre observation notable des chercheurs concernait la manière dont ce curieux décompte des jours était souvent représenté. Un glyphe en forme de hydraque, accompagné d'un nombre, était utilisé, mais dans certains cas, un glyphe symbolisant Kawil y était ajouté. Cette puissante divinité maya, fréquemment associée à la création et à la foudre, était traditionnellement représentée avec une torche émergeant de son front, symbolisant l'étincelle vitale. Dans les années 90, une étude a avancé une hypothèse intrigante. Lorsque l'iconographie de Kawil montrait des émanations de fumée et de feu depuis son front, elle pourrait représenter les planètes Jupiter ou Saturne, voire les deux simultanément. Cela suggérait que le compte de 819 jours pouvait être d'une certaine façon relié à ces astres. Les recherches se sont alors orientées vers la compréhension de cette connexion potentielle. La première hypothèse formulée était que ce calendrier avait pu servir aux Mayas pour suivre les mouvements de Jupiter et Saturne. Les chercheurs ont ensuite relevé une particularité fascinante. Ces cycles semblaient correspondre aux périodes synodiques de ces planètes. Par période synodique, on entend la durée nécessaire à un corps céleste, tel qu'une planète, pour retrouver une position similaire, ou presque, vue depuis la Terre. Cependant, malgré l'intérêt de cette théorie, certains aspects restaient incohérents. Chaque planète suit une trajectoire bien spécifique, et tenter d'intégrer plusieurs d'entre elles dans une période de 819 jours posait problème. En clair, ce système calendérique en 4 parties, assorti de son code de couleurs, s'avérait trop limité pour coïncider parfaitement avec les périodes synodiques des planètes visibles. Il semble donc que nous soyons revenus à la case départ. Ce mystère a déconcerté les spécialistes pendant des décennies, jusqu'à ce qu'en 2023, une nouvelle approche vienne tout remettre en question. Les chercheurs ont compris qu'ils devaient changer de perspective. Au lieu de considérer ces 819 jours comme une unité fixe de temps, ils devaient envisager ce nombre comme une série de chronologies. Ainsi, cette période ne serait qu'un fragment d'un calendrier infiniment plus vaste. Comme évoqué précédemment, ce cycle semblait être conçu pour suivre la période où une planète devenait visible depuis la Terre. Pour démontrer que ces 819 cycles représentaient des chronologies et non des jours à proprement parler, les chercheurs avaient besoin d'une planète qui pourrait servir de point de référence afin de confirmer leur hypothèse. Dans ce cas, la planète clé était Mercure, et cela pour une raison assez évidente. La période synodique de Mercure est de 117 jours, ce qui s'intègre parfaitement dans le calcul du calendrier. Si l'on divise 819 par 117, on obtient 7, un nombre entier. Mercure est ainsi la seule planète visible dont le cycle synodique corresponde parfaitement à cette période en chiffres ronds. Une fois ce point de départ solide établi, il restait à élargir le calendrier. En étendant sa durée à 20 périodes de 819 jours, un schéma cohérent a commencé à apparaître. Et,
Comme par magie, tous les cycles synodiques des planètes venaient s'intégrer parfaitement dans ce système. Par exemple, la période synodique de Saturne, qui est de 378 jours, s'aligne parfaitement après 6 cycles de 819 jours. Vénus, quant à elle, s'aligne tous les 5 cycles, Jupiter tous les 19 cycles, et Mars, nécessitant la plus longue période, s'ajuste tous les 20 cycles. En résumé, il faut environ 45 ans pour que Mars s'aligne avec les périodes synodiques de toutes les planètes visibles. C'est ainsi que les chercheurs ont conclu que cette ancienne civilisation ne faisait pas référence à des jours, mais à des chronologies. Les astronomes mayas avaient conçu ce décompte comme une composante d'un système calendaire plus complexe, comprenant 20 périodes. Cela soulève néanmoins une question. Pourquoi l'étude des périodes synodiques était-elle si cruciale pour les Mayas? Nous ne disposons pas encore de réponses détaillées sur ce calendrier énigmatique. Mais il est certain que les Mayas accordèrent une grande importance à l'influence du cosmos sur leur vie quotidienne. Ils cherchèrent peut-être à comprendre comment les mouvements des planètes visibles s'harmonisaient avec leurs autres systèmes calendaires. Ce système n'est toutefois qu'une facette de l'extraordinaire compréhension astrologique des Mayas. Leur savoir allait bien au-delà de l'utilisation des cycles astrologiques pour l'agriculture. Ils possédaient également des connaissances d'une précision remarquable, comme celle de prédire les éclipses solaires. Les archéologues estiment que le lien entre les Mayas et les étoiles se manifeste dans les vestiges de leur civilisation. Un exemple célèbre se trouve dans la pyramide de Chichén Itzá, située dans la péninsule mexicaine du Yucatan. À la base de son escalier, on peut observer une tête de serpent sculptée dans la pierre. Mais le détail le plus fascinant se produit lors des équinoxes de printemps et d'automne, lorsque le jour et la nuit ont une durée égale. À ces moments précis, le soleil projette des ombres triangulaires sur l'escalier, donnant l'illusion d'un serpent ondulant le long des marches. Un autre exemple de l'intégration de leurs connaissances astronomiques se trouve à Tikal, au Guatemala. Cette pyramide, construite aux alentours de l'an 1 après Jésus-Christ, est considérée comme l'un des premiers complexes astronomiques des Mayas. Grâce à son orientation et son alignement minutieux, elle leur permettait de suivre et de calculer avec une grande précision les solstices et les équinoxes. Les Mayas étaient de chevronnés observateurs du ciel. De même que nous disposons aujourd'hui d'observatoires modernes dotés de dômes, ils avaient leur propre équivalent. C'est ainsi qu'on découvre El Caracol, dont le nom signifiant escargot en espagnol, se réfère à l'escalier en colimaçon situé à l'intérieur de la tour. Érigé aux alentours de l'an 906, cet édifice offrait l'emplacement idéal pour scruter les moindres changements dans le ciel et suivre les mouvements du Soleil, de la Lune, des planètes et des étoiles. Contrairement à nous, avec nos télescopes, nos satellites et nos technologies de pointe, les Mayas s'appuyaient exclusivement sur l'observation à l'œil nu, ce qui rend leurs accomplissements d'autant plus impressionnants. Vous êtes égaré au plus profond des jungles de la péninsule du Yucatan, au Mexique. Des sons mystérieux résonnent autour de vous, et pour couronner le tout, le crépuscule s'installe peu à peu. Bientôt, vous vous retrouverez seul en plein cœur d'une forêt tropicale inexplorée. Il faut bien admettre qu'entreprendre la quête d'Eldorado en solitaire n'était pas l'idée la plus brillante. Vous continuez d'avancer aussi rapidement que possible, lorsque soudain, attendez. Que distinguez-vous là-bas? Ça ressemble à d'imposants escaliers de pierre. Tout cela n'a rien de naturel. Alors vous saisissez votre appareil pour le prendre en photo. Peut-être n'avez-vous pas déniché l'or, mais vous avez peut-être mis au jour une découverte inestimable. Félicitations, vous venez de découvrir Okomtun, une cité maya oubliée depuis des siècles. Dissimulée à une 60aine de kilomètres au cœur de la jungle, son nom se traduit littéralement par « colonne de pierre ». La pierre devait être prisée à l'époque, car ses bâtisseurs l'ont abondamment employée pour ériger leurs pyramides, leurs habitations et même leurs terrains de jeux de balles. Si vous pensiez que les Européens détenaient l'exclusivité du ballon rond, détrompez-vous. Les Mayas étaient de fervents amateurs de ces jeux, qu'ils pratiquaient pour le plaisir et la compétition. Okomtun s'inscrit dans une série d'autres cités mayas autrefois perdues, qui sont désormais redécouvertes grâce aux avancées technologiques actuelles. Nous aborderons les autres dans un moment. La caractéristique la plus étonnante de celle-ci est sans doute son emplacement au milieu de zones marécageuses, ce qui explique pourquoi elle fut construite sur un terrain surélevé. Cette ville, d'une envergure monumentale,
s'étendait sur plus de 50 hectares, soit l'équivalent de 90 terrains de football juxtaposés. Les chercheurs ont mis au jour des indices révélant qu'Okomtun comptait des pyramides pouvant atteindre 15 mètres de hauteur et qu'elle fut probablement un centre social majeur entre 250 et 1000 après Jésus-Christ. Il s'agit assurément d'un bouleversement majeur. Toutefois, l'exploration des cités mayas disparues remonte déjà au XIXe siècle. Les technologies modernes, telles que l'imagerie LIDAR, permettent aujourd'hui aux archéologues de scruter les forêts denses sans être entravés par la végétation. Cela signifie qu'il n'est plus nécessaire de s'aventurer dans la jungle tropicale au risque de se perdre, comme vous l'avez fait au début de cette vidéo. Le LIDAR fonctionne un peu comme une radiographie. Il projette des faisceaux laser qui détectent les traces de ruines ou de constructions anciennes. D'après Sarah Parcak, une archéologue spécialisée en télédétection spatiale, les images satellitaires ont joué un rôle crucial dans la découverte d'anciennes villes en Amérique du Sud, en Égypte et ailleurs. Elle consacre d'ailleurs la majeure partie de ses journées à analyser minutieusement ces images pour repérer d'éventuelles traces de cités anciennes. Selon elle, les ruines sont souvent enfouies sous la végétation, la terre ou le sable, rendant leur identification particulièrement complexe. Cependant, grâce à ces outils remarquables, les chercheurs ont également découvert d'anciennes chaussées mayas qui parcouraient les anciens territoires de cette civilisation. Admirez donc ces anciens passages. Nous sommes davantage habitués à voir de telles ruines dans des pays du vieux continent. Mais imaginez des routes de 40 mètres de large, blanchies à la chaux, pour guider les voyageurs dans l'obscurité. Les scientifiques ont récemment mis au jour un réseau de plus de 170 km de ces voies qu'ils estiment antérieures aux premières routes mayas officiellement répertoriées jusqu'à présent. Ces routes, qui traversaient parfois des terrains marécageux et étaient même surélevées par endroits, sont aujourd'hui qualifiées de premières super-autoroutes du monde. Bien qu'aucun indice de traction animale n'ait été retrouvé, il est probable que les Mayas les aient utilisés pour se déplacer au sein d'un réseau, pouvant compter jusqu'à 964 peuplements. Construites sous la forme d'une vaste toile d'araignée, ces chaussées, d'après les informations recueillies par les archéologues, servaient à former un système étendu d'échanges économiques et sociaux entre les différentes cités. Cette découverte remet complètement en question l'idée selon laquelle la période préclassique maya, qui remonte à 2000 ans avant notre ère, se limitait à de petits villages tribaux. Imaginez l'ampleur des ressources humaines et l'expertise en ingénierie qu'il a fallu mobiliser pour ériger ces immenses voies blanches. Les archéologues pensent que la construction de ces voies suivait un processus similaire à celui utilisé pour les pyramides, un amalgame de boue et de pierres de carrière, complété par plusieurs couches de calcaire pour leur donner cette teinte éclatante. Assez impressionnant, n'est-ce pas ? Prenons cependant un peu de recul pour mieux comprendre le contexte. Les Mayas représentèrent l'une des plus vastes civilisations précolombiennes des Amériques. Jusqu'à présent, les spécialistes estimaient qu'à son apogée, la civilisation maya comprenait plus de 40 cités, regroupant des millions d'habitants. C'est une population considérable. Leur empire s'étendait de la péninsule mexicaine du Yucatan jusqu'au Guatemala et au Belize, avec une économie fondée principalement sur l'agriculture. Toutefois, la péninsule présentait un environnement particulièrement hostile pour la culture. Les Mayas ont donc dû concevoir des systèmes d'irrigation sophistiqués dans la plupart de leurs cités. Outre la construction de pyramides, de bâtiments cérémoniels et de places, ils ont aussi développé un système astronomique à nul autre pareil. Grâce aux anciennes technologies dont ils disposaient, ils étaient en mesure de prédire avec précision la position de planètes comme Vénus et Mars, ainsi que les dates exactes des éclipses. Si vous n'avez jamais vu d'exemple de cité maya ancienne, voici Tikal. Située au cœur de la jungle guatémaltèque, Tikal est réputée pour avoir été la capitale d'un ancien État maya conquérant. À son apogée, cette ville était aussi influente que des métropoles comme Londres ou New York le sont aujourd'hui. Elle est composée d'un ensemble de monuments complexes, dont l'Acropole Nord, l'un des plus anciens de Tikal. Façonnée exclusivement par des mains humaines vers 350 avant notre ère, elle servait de sépulture aux rois et aux dignitaires. Les monuments, pouvant atteindre jusqu'à 60 mètres de hauteur, étaient autrefois ornés d'une splendide peinture rouge, une couleur chère aux Mayas. Mais de nos jours, il ne reste que la pierre calcaire exposée. Chichén Itzá, quant à elle, abrite l'une des pyramides les mieux conservées au monde. Située dans l'état du Yucatan, cette ville maya remonte à plus de 1500 ans. À son apogée, elle comptait environ 35 000 habitants et s'étendait sur une superficie de 10 km². Le site est dominé par El Castillo,
un majestueux temple pyramidal de 24 mètres de haut. Ce qui le distingue particulièrement, ce sont les 91 marches de chacune de ses 4 faces qui, en y ajoutant la plateforme supérieure, totalisent 365 marches, correspondant au nombre de jours de l'année solaire. Il est évident que c'était une civilisation de grande ampleur, n'est-ce pas? C'est d'ailleurs pour cette raison que le mystère de son déclin reste si difficile à élucider. Les indices relatant l'effondrement de cet empire autrefois puissant sont rares. Quelle en aurait été la cause? Une sécheresse dévastatrice peut-être? Des recherches menées en 2017 ont apporté quelques éléments nouveaux susceptibles d'éclaircir ce mystère. À partir des données recueillies sur le site de Ceibal, au sud-ouest de Tikal, les chercheurs ont examiné les résultats des analyses de radiocarbone, ainsi que les découvertes issues des fouilles archéologiques et des céramiques, pour obtenir de nouvelles informations sur le déclin inattendu de cette grande civilisation. Les résultats indiquent que les Mayas n'ont probablement pas subi un effondrement soudain, mais plutôt une série de vagues d'instabilité sociale et de crises politiques. Ces bouleversements auraient entraîné la dégradation des centres urbains et amorcé la dispersion de la population maya. Il reste néanmoins difficile de déterminer avec précision les causes exactes de ce déclin. Cela dit, de récentes découvertes apportent un éclairage important sur l'histoire de l'humanité, touchant non seulement l'Empire Maya, mais aussi d'autres civilisations disparues d'Amérique du Sud. Une découverte majeure au Brésil, réalisée grâce à l'imagerie satellitaire, suscite également la stupeur des scientifiques. Des images prises à proximité du rio Xingu, dans la région amazonienne, suggèrent que des villes peuplées de millions de personnes auraient pu exister au cœur de la jungle, bien avant l'émergence de notre civilisation moderne. Si cela ne vous surprend pas, difficile de dire ce qui le ferait. Des images satellites ont également révélé un réseau de tranchées datant de 200 à 1200 après Jésus-Christ, au sein de la forêt bolivienne. Ces traces suggèrent la présence de communautés pouvant abriter environ 60 000 personnes au cœur de la jungle. Lorsque des chercheurs de l'Université de Floride se sont rendus sur le terrain pour vérifier les données satellitaires, ils ont eu la surprise de découvrir plusieurs monticules, accompagnés de fossés et de géoglyphes. Les archéologues ont aussi mis au jour des vestiges de murs soigneusement élaborés, organisés autour de places et rappelant les constructions typiques des anciens Mayas. Peux-tu me dire quelle date nous sommes aujourd'hui? Rien de plus simple. Il te suffit de regarder ton smartphone et le tour est joué. Tu connais immédiatement le jour, le mois et l'année. Mais a-t-il toujours été aussi facile de connaître la date? Nos ancêtres avaient-ils même le concept d'une année qui dure 365 jours? Oui et non. Les calendriers mayas, eux, avaient des cycles. C'est proche de ceux que nous appelons une année. Mais le cycle maya était beaucoup plus long. 819 jours. Et c'est là que le mystère commence. 819 jours par rapport à quoi? Quand ce calendrier commence-t-il et quand se termine-t-il? Les scientifiques se posent cette question depuis des décennies. Ils ont découvert et déchiffré le calendrier maya dans les années 1940. Récemment, 2 scientifiques américains, John Linden et Victoria Bricker, ont proposé une solution. Qu'ont-ils fait de différent de leurs prédécesseurs? Le duo a déchiffré le code en élargissant sa réflexion. Ils ont étendu ce calendrier de 819 jours à 45 ans. C'est 20 fois plus long que le cycle original. Et une certaine logique a commencé à émerger. Il s'agit d'une avancée majeure, car les Mayas mesurèrent le temps d'une manière très complexe. Oublie les chiffres arabes, faciles à lire, dont nous disposons aujourd'hui. Ces peuples anciens utilisaient des glyphes. Il s'agit de minuscules images représentant des caractères, un peu comme les icônes sur ton bureau ou les symboles universels. Lorsque tu vois un petit point surmonté de 3 lignes courbes, tu sais qu'un réseau Wi-Fi est disponible. Le calendrier maya utilisait des glyphes qui représentaient des animaux ou des phénomènes naturels. Par exemple, il y avait des symboles représentant un jaguar et un aigle. Chaque glyphe marquait un jour. Chaque cycle est répété 4 fois, soit 819 jours x 4. Appelons ces 4 cycles des blocs. Les Mayas coloraient chaque bloc différemment. Les chercheurs pensaient que ces couleurs correspondaient aux 4 points cardinaux. Le rouge correspondait à l'est, le blanc au nord, l'ouest au noir, et, enfin, le jaune indiquait le sud. Puis les années 1980 sont arrivées. Oui, c'est vrai. Ce n'était pas la décennie la moins étrange. Il s'est avéré que ces calculs étaient erronés. Les chercheurs ont alors déterminé que les couleurs étaient associées à la position du soleil dans le ciel. Ainsi, la couleur jaune représentait le point le plus élevé du soleil, autrement dit son zénith, et le blanc représentait son point le plus bas, appelé nadir.
Il semble donc que ce calendrier ait montré à quel point les anciens Mayas étaient doués pour l'astronomie. Ceci est particulièrement évident à Chichén Itzá. Cette cité maya de premier ordre est située dans la péninsule du Yucatan, au Mexique. Une impressionnante pyramide à degrés s'y dresse. Elle est dédiée à Quetzalcoatl, la divinité serpent à plumes, et son alignement est parfait. 2 fois par an, il s'y produit quelque chose de merveilleux, lors des équinoxes de mars et de septembre. Ce sont ces moments où le soleil se trouve directement au-dessus de l'équateur. À ces 2 dates, le jour et la nuit durent dans le même temps. Sur le site de la pyramide, la lumière du soleil éclaire d'abord la sculpture de la tête de serpent à la base de la structure. Puis elle gravit les 91 marches. Cela crée l'illusion qu'un serpent arpente la pyramide. Aujourd'hui encore, les gens se rassemblent pour assister à ce spectacle. Celui-ci devait être encore plus impressionnant au moment où les Mayas ont achevé la structure, entre 1050 et 1300 après JC. Et sais-tu ce qu'est une période synodique? Moi non plus, mais les astronomes mayas, eux, le savaient. Une période synodique est le temps qui s'écoule avant qu'un corps stellaire ne fasse un tour complet. Par exemple, il s'agit de la période entre 2 pleines lunes. Depuis la Terre, cette période dure environ 28 jours. Les Mayas observèrent le ciel en permanence. Ils consignaient soigneusement les périodes synodiques de toutes les planètes. De Vénus à Saturne, ces astronomes anciens ont recensé presque tous les corps célestes. Mais quel est le rapport avec leur calendrier? Les calculs des chercheurs américains ont révélé le lien. Prenons l'exemple de la planète la plus proche du Soleil, Mercure. Sa période synodique est de 117 jours. Multiplie ce chiffre par 7 et tu obtiendras quel nombre? 819. Exactement. Une coïncidence? Certainement pas. Car les périodes synodiques des autres planètes correspondent aussi parfaitement à ce nombre magique. Mais cela n'est pas visible à partir d'un seul cycle maya. Les scientifiques ont dû l'étendre plusieurs fois pour découvrir cette configuration. Il y a une raison pour laquelle personne n'a pu déchiffrer le code pendant si longtemps. On ne s'est concentré que sur une seule planète. L'astuce consistait à additionner les calculs mayas pour chacune des planètes. Les chercheurs devaient simplement avoir une vue d'ensemble. Cela nous amène à l'année 2012. Te souviens-tu que certains pensaient que la fin du monde aurait lieu le 21 décembre? Il s'est avéré que ça n'a pas été le cas. Nous sommes aujourd'hui en vie et en bonne santé. Mais qu'est-ce qui a lancé cette fausse rumeur? Le calendrier maya, Pardi. 6 peuples anciens ont basé leur calendrier sur de longues périodes de toutes les planètes. Cela impliquait beaucoup de mathématiques compliquées et de multiplication. Cette date de 2012 correspondait simplement à la fin de leur cycle. C'est ce qu'on appelle le compte long, et cette période est l'équivalent de notre année grégorienne. Pour les Mayas, 2012 était un peu comme le 31 décembre pour nous. Il s'agissait simplement de la fin d'un cycle dans lequel ils mesuraient le temps. Il n'y a donc pas lieu de paniquer. Les fêtes de fin d'année sont peut-être un peu folles, mais le monde ne s'arrête pas le 1er janvier. Les Mayas ne se contentaient pas d'étirer leur calendrier. On parle bien, là, du fameux caoutchouc. Oui, tu as bien entendu. Ces peuples anciens s'étaient capables de concevoir différentes qualités de caoutchouc 3000 ans avant que le célèbre américain Charles Gould ne le fasse. Ils extrayèrent le latex naturel de l'EVA. Il s'agit d'une substance laiteuse, qui peut être transformée en caoutchouc naturel. Et ils n'étaient pas les seuls à le faire. Les chercheurs ont trouvé des preuves que leurs voisins aztèques et olmèques faisaient de même. Mais que faisaient-ils de tout ce caoutchouc? Ils n'avaient pas besoin de pneus de bagnole, ça c'est certain. Mais c'est toujours cool d'avoir une belle paire de sandales pour la plage. Les conquistadors espagnols ont écrit au sujet des chaussures à semelles en caoutchouc que portaient les indigènes. Malheureusement, les archéologues n'en ont toujours pas retrouvé. Ce serait pourtant un grand pas pour l'archéologie. Les Mayas jouèrent donc avec le caoutchouc, littéralement. Les chercheurs pensent ainsi qu'ils fabriquaient des balles en latex. 16 balles étaient particulièrement élastiques et leur taille variait de celle d'une balle de baseball à celle d'un ballon de foot. Le jeu de balle maya, ou pits, comportait 2 arceaux. Tu penses sûrement au basketball, mais ce n'est pas tout à fait ça. Les arceaux étaient fixés sur des murs à 7 mètres de hauteur, comparé à la norme de la NBA, qui n'est que de 3 mètres. Et ces arceaux étaient inclinés sur le côté. L'histoire des Mayas a aussi un côté sucré. Ce peuple ancien appréciait le chocolat. En fait, le mot moderne de chocolat vient probablement du mot xocolatl, issu de leur propre langue. Celui-ci signifiait « eau amère ». D'accord, on comprend la partie amère, mais pourquoi de l'eau? Les Mayas ne produisèrent pas de chocolat sous la forme que nous lui connaissons aujourd'hui. Ils ne fabriquaient pas de tablettes de chocolat, ils se contentaient de le boire. Ces fèves de cacao écrasées constituaient une excellente boisson. Les Mayas ont perfectionné le mélange au fil du temps et y ont même ajouté des épices. Quelqu'un veut-il d'une boisson chocolatée piquante avec de la bouillie de poivron et de la farine de maïs? Qui sait, cette boisson avait peut-être bon goût. Les fèves de cacao étaient sacrées et servaient également de monnaie d'échange. Les chercheurs pensent par ailleurs que toutes les classes sociales pouvaient en profiter.
Aujourd'hui encore, l'idée d'un chocolat gratuit pour tous semble plutôt séduisant. Mais où les Mayas se procuraient-ils de l'eau potable pour leur boisson à base de cacao? Par le plus ancien système de filtration de l'hémisphère occidental. Il était basé sur l'action des éolites. Il s'agit de minéraux contenant des composés d'aluminium et de silicone. Et devine quoi? Les purificateurs d'air et d'eau modernes utilisent toujours ce même matériau. La technologie Maya l'emporte encore une fois. En Europe, Roger Bacon a mis au point un système de filtre à sable en 1627, quelques 1800 ans après les Mayas. Mais qu'en est-il des régions dépourvues de rivières, de lacs ou de sources? Les ingénieurs Mayas avaient encore une fois tout compris. Il s'agissait d'exploiter l'eau de pluie. Ils creusaient de grands réservoirs dans la roche calcaire. Ensuite, ils enduisaient ces cavités souterraines d'une couche de matériaux étanches. La dernière étape consistait à creuser de petits canaux qui recueillaient l'eau des collines situées au-dessus. Les scientifiques ont estimé qu'un seul de ces réservoirs pouvait contenir en moyenne 38 000 litres d'eau de pluie, de quoi remplir 55 de nos jacuzzis modernes.